Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être fidèles à ces réunions. Nous allons écouter Pierre Mansat nous parler des prothèses de coude, d'une mise au point sur les prothèses de coude. Depuis 40 ans, les prothèses de coude existent et tous les 5 ans, on me dit elles sont enfin au point. Est-ce que c'est vrai? Pierre va nous le dire. On t'écoute. Merci beaucoup, Philippe. Donc, nous allons parler de l'actualité sur les prothèses totales de coude et on va voir un petit peu l'évolution de ces prothèses au fil du temps. Alors, nous sommes partis de relativement loin et bien plus de 50 ans, puisque les premières arthroplasties euh, articulaires sur des coudes détruits revient à Ollier dans le traité des résections, qui ne mettaient pas d'implant, mais qui réalisaient des interpositions tissulaires après résection articulaire qui permettaient aux patients de moins souffrir tout en gardant une mobilité fonctionnelle. Le plus souvent, les patients étaient instables, mais arrivaient à utiliser le coude. Devant des résultats parfois inconstants de ces résections, vous voyez les dates, en 1947 sont apparus les premiers implants, mais qui étaient soit partiels, c'est-à-dire on ne remplaçait qu'une partie de l'articulation, soit l'humérus, soit l'ulna, soit total, mais avec des prothèses très contraintes, avec un seul degré de liberté, à l'origine de décèlements importants. Et c'est à la suite de ces premiers implants que sont apparus les implants plus modernes, avec tige fixée au diaphyse par du ciment chirurgical, avec une première époque de 70-76 et une deuxième époque, on va le voir, de 76 à 85. Voici des schémas des premières prothèses. Je vous ai mis en place les deux prothèses un petit peu d'actualité qui ont un petit peu révolutionné la chirurgie du coude à cette époque. Une première qui est la prothèse française de Mazas, dont vous avez ici la documentation, et la prothèse de Die, qui était une prothèse anglo-saxonne. Vous voyez, des prothèses assez volumineuses, avec très contraintes, un seul degré de liberté, et donc des contraintes majeures sur les interfaces. À l'origine, vous voyez sur ces radios de décèlement majeur. Mais ça a été je dirais, la première étape de ces prothèses totales du coude cimenté. Devant ces échecs de grosses prothèses contraintes, le balancier est allé à l'inverse vers des prothèses beaucoup plus simples de resurfaçage, la plupart développées en Angleterre, avec donc, vous avez ici, vous voyez le type de prothèse, avec un bouclier le plus souvent métallique au niveau de l'humérus et un système en polyéthylène cimenté au niveau de l'ulna. La prothèse de Robert Tuck a été notamment utilisée à Montpellier par le professeur Yves Allieux. Et je vous ai rapporté ici le résultat de son article publié il y a quelques années, qui disait que malgré les bons résultats cliniques, en tout cas dans les premières années, les chirurgiens ne recommandaient plus cet implant, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde, du fait de complications importantes liées en fait à l'instabilité du coude et à la tenue de ces implants relativement sommaires au niveau des épiphyses articulaires. Donc, c'est à partir de 1976 et jusqu'au 1985 que sont apparues un grand nombre de prothèses. Et ce développement, cette recherche et développement est lié à l'incidence importante de polyarthrite qu'il y avait à l'époque, et donc d'atteinte du coude dans le cadre de la polyarthrite. Et c'est pour ça que vous avez ce développement dans les différents pays, qu'ils soient européens ou anglo-saxons, avec deux grands types de prothèses qui vont se dégager, de familles de prothèses, les prothèses sans charnière et les prothèses avec charnière. Ici, vous avez le système de prothèses sans charnière. Vous voyez donc des implants de resurfaçage, mais avec des tiges pour permettre une meilleure stabilité au niveau des diaphyses humérales, mais sans véritable stabilité intrinsèque à l'implant. L'implant permettait de redonner des surfaces articulaires correctes, mais la stabilité revenait à la qualité du support osseux
revenait également à la retention des parties molles autour des implants, ce qui était parfois difficile, notamment dans la polyarthrite rhumatoïde. Mais le principe de ces prothèses, c'est qu'en étant peu contraint ou moins contraint, les contraintes autour des interfaces ciment-os et tiges étaient moindres, et donc il y avait moins de risques de décèlement de ces prothèses. À l'inverse, le fait qu'elles soient non contraintes, sans charnière, entraînait un risque d'instabilité plus important. Donc les plus populaires étaient celles de William Souter, qui est un Écossais, que vous voyez ici en photo, que j'ai eu la chance de rencontrer, qui avait mis au point cette prothèse, la Souter Strathclyde. Strathclyde, c'est la rivière qui passe à Glasgow, avec, donc, vous voyez ce système triangulaire, une sorte de grosse broche qui venait se fixer par du ciment au sein de la diaphyse humérale, cette trochlée relativement assez anatomique, et cet implant en polyéthylène. Vous voyez, il n'y avait pas de métal qui se cimentait directement sur l'os. Et ça a été la prothèse la plus utilisée en Europe pendant un certain temps, parce qu'il y avait beaucoup de polyarthrite, notamment au sud de l'Europe, au nord, pardon, de l'Europe, que ce soit en Écosse ou dans les pays scandinaves. Côté anglo-saxon, de l'autre côté de l'Atlantique, en même temps se développaient des prothèses un petit peu semblables. Je vous ai déjà montré cette prothèse qui est la prothèse d'Ewald. Ewald a beaucoup travaillé dans la polyarthrite rhumatoïde, Frédéric Ewald. Et au Canada, la prothèse de Sorby, qui, vous voyez, se ressemble un peu, si ce n'est que Sorby avait rajouté une prothèse de tête radiale pour augmenter la stabilité de ces implants. Au Japon, on retrouve également la prothèse de Kudo, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a évolué au fil du temps. Vous voyez la première prothèse qui ressemblait à des prothèses de resurfaçage, mais qui était le siège d'instabilité et de problèmes de tenue. Donc, l'équipe Kudo a rajouté des tiges au niveau de cette prothèse, avec la prothèse moderne que vous avez en bas. Et la particularité de cette prothèse, c'était que c'était la première utilisée, qu'on pouvait utiliser sans ciment. La plupart des prothèses sont cimentées, toutes les prothèses sont cimentées, sauf la prothèse de Kudo, avec, vous voyez, ce système de resurfaçage ici sur les tiges. Et cette prothèse a évolué vers une prothèse dite bone preserving que vous avez ici au niveau des photographies. En France, c'est l'équipe du professeur Alnaud, qui était un élève du professeur Duparc, qui a développé dans ce groupe Guépard, qui est le groupe de développement des prothèses articulaires, cette prothèse également sans charnière, qui a évolué au fil du temps, Guépard 1, que vous voyez ici, qui ressemble de manière assez proche à la prothèse de Souter. Puis, du fait de problèmes d'instabilité, la Guépard 1 est devenue Guépard 2 avec cette adjonction d'un système pour venir se stabiliser sur le condyle latéral du coude, et cette Guépard 3 qui a été la dernière, avec cette prothèse de tête radiale pour augmenter la stabilité dans le plan frontal. Parallèlement à ces prothèses sans charnière, d'autres chirurgiens ont cru à la prothèse à charnière, mais avec une charnière différente. C'est une charnière dite semi-contrainte, c'est-à-dire avec une laxité rotatoire au niveau du système d'axe, grâce à des paliers en polyéthylène au niveau du système charnière. La plus connue en Europe, c'était la prothèse développée par Norbert Schwendt en Suisse, à Zurich, à la Schulthess Klinik. Et vous avez ici sa prothèse initiale, qui a évolué vers une prothèse semi-contrainte, qui a été la dernière qu'on a pu utiliser, la GSB3, dans les dernières années, et qui avait la particularité d'être utilisée dans la polyarthrite rhumatoïde, mais également dans les séquelles traumatiques du fait justement de ce caractère stable dit à charnière, qui permettait donc, grâce à la stabilité intrinsèque à l'implant, de mettre ces prothèses malgré l'absence de ligaments, malgré les pertes de substances osseuses. Et de l'autre côté de l'Atlantique, la prothèse Coonrad-Moret, qui, vous le savez, est une prothèse semi-contrainte avec un aileron antérieur, comme vous l'avez sur le schéma, avec à l'époque un axe
qui réunissait les deux implants ulnaire et huméral avec des paliers en polyéthylène. Et cet axe était maintenu par un système vous voyez, de goupilles qui était parfois assez difficile à mettre en place, mais qui a été modifié au fil du temps. Le problème de ces prothèses à charnière, c'est l'usure de la charnière avec le temps, du fait de ce caractère semi-contraint, c'est-à-dire qu'il y a quand même une mobilité dans la charnière qui permet de diminuer les contraintes sur les interfaces au niveau des tiges, mais qui va entraîner une usure qui peut nous amener à changer de manière isolée la charnière avec les paliers en polyéthylène tant que les implants ne sont pas décellés, ce qui était l'avantage de ces implants, de ces prothèses. Et on voit que dans la série de Moret, sur presque 1000 patients suivis, la révision pour usure de la charnière était malgré tout modérée à 1,3%. Vous voyez ici une de mes patientes avec une prothèse depuis plus de 15 ans, ou même un peu plus de 18 ans, je crois, et on voit cette laxité dans le plan frontal, que l'on peut percevoir cliniquement, même si la patiente n'est pas douloureuse, avec ces images radiographiques où on voit cette inclinaison importante de l'implant ulnaire au sein de l'implant huméral qui témoigne d'une usure complète des paliers en polyéthylène. Alors, chacune des prothèses ont leurs avantages, les non contraintes, enfin les sans charnière et les avec charnière. Certaines prennent moins de stress sur les interfaces, les autres sont plus stables. Donc, il en revient à ces trois chirurgiens, Graham King en Angleterre, au Canada, Sean O'Driscoll et Ken Yamaguchi aux États-Unis, d'avoir pensé à une prothèse convertible, donc comme les prothèses d'épaule, que l'on pouvait mettre non contrainte, en tout cas sans charnière, avec ce système ici, toujours de bobine trochléenne, sur lequel on vient positionner un implant ulnaire et un implant ici de tête radiale. Mais vous voyez sans véritable lien entre les implants, en dehors de la conformité des implants. Donc ça, c'était le système 10 en charnière qu'on pouvait compléter lorsqu'on fermait l'implant ulnaire avec un anneau circonférentiel qui devenait finalement implant à charnière. Donc c'était la possibilité finalement de s'adapter aux conditions locales en choisissant soit un système moins contraint, soit un système plus contraint. Et vous avez ici l'implant définitif. Alors, actuellement, pour vous dire un petit peu l'évolution, il n'existe plus d'implants sans charnière. C'est-à-dire que tous les implants sans charnière que je vous ai montrés ont disparu du marché. Il ne reste plus que les implants à charnière, et notamment la Kundra de Moret, la prothèse convertible Latitude, et une autre prothèse que l'on verra plus tard qui s'appelle la Discovery. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, l'évolution de ces différents dessins de prothèses a permis les chirurgiens de définir finalement l'implant, la prothèse totale de coude idéale. L'objectif de ces prothèses étant de restaurer la fonction, d'être durable dans le temps et adaptable finalement aux conditions locales. Restaurer la fonction, ça veut dire récupérer un arc fonctionnel de mobilité. Donc, on peut avoir un petit déficit d'extension d'une trentaine de degrés, mais il faut avoir une flexion aux alentours de 130 degrés pour pouvoir mettre la main à la bouche, se raser ou mettre la main sur la tête. Vous avez ici cette patiente en post-opératoire et on voit qu'avec ce type de prothèse, on peut retrouver ce type de mobilité. Mais avoir cette mobilité, ça veut dire que parfois, il faut faire des releases relativement importants et avoir malgré tout une prothèse susceptible d'assurer la stabilité malgré ce release, d'où l'orientation vers ces prothèses à charnière. Deuxième élément, c'est que pour résister aux forces, et au niveau du coude, les forces sont essentiellement antéro-postérieures, que ce soit le biceps et le brachial en avant ou le triceps en arrière. Elles ont tendance à déplacer l'avant-bras vers l'arrière. Donc, pour résister à cette contrainte antéro-postérieure, il était démontré qu'il valait mieux mettre des prothèses à tige que des prothèses sans tige pour assurer une fixation optimale. Mais le système de tige n'est parfois pas suffisant. Et vous voyez ici l'évolution de certaines tiges prothétiques avec différentes prothèses
on le voit qu'à cause de ces contraintes antéro-postérieures, ce que l'on voit, c'est une propulsion vers l'arrière, un déplacement vers l'arrière, un décèlement progressif de l'implant huméral qui va être propulsé vers l'arrière et donc qui va entraîner une bascule en avant de la tige qui va petit à petit perforer la corticale antérieure de l'humérus. D'où l'adjonction à ces prothèses, on va dire, récentes d'un aileron antérieur que vous retrouvez ici sur la prothèse de Moret en haut, ici sur la prothèse Discovery, ici sur la prothèse Latitude. Donc les prothèses actuelles ont tout un aileron antérieur pour s'opposer à ces contraintes antéro-postérieures de déplacement et ça a permis en effet de diminuer de manière drastique les décèlements de la pièce humérale. Qu'en est-il de la prothèse de tête radiale? Vous avez vu que certaines prothèses ont une tête radiale, d'autres ne l'ont pas. Alors c'est vrai que sur le plan théorique, ça peut permettre une certaine stabilité dans le plan frontal pour limiter le valgus. Pour autant, pour être fonctionnelle et parfaitement fonctionnelle, il faut qu'elle soit parfaitement alignée avec les deux autres implants et la cinématique va dépendre de cet alignement parfait. Il a été démontré dans les différentes prothèses, notamment la Latitude que vous avez ici, qui est la prothèse donc, actuelle, que cette prothèse de tête radiale a entraîné plus de complications que les prothèses sans tête radiale et que pour l'instant, en effet, l'adjonction d'une tête radiale, même si théoriquement elle peut se comprendre, sur le plan pratique, pour l'instant, c'est démontré. Enfin, vous voyez ici l'évolution de certaines prothèses donc, sans charnière, la prothèse Ewald ici, la prothèse Sutter ici. Et on voit en effet que pour limiter ce risque d'instabilité lié le plus souvent aux lésions ligamentaires, voire à l'usure du polyéthylène au niveau de l'ulna, il valait mieux utiliser des prothèses à charnière que sans charnière. Alors, c'est vrai que depuis ces années, le développement de ces différentes prothèses, les indications ont été modifiées. Ici, vous avez donc l'évolution sur le registre écossais des arthroplasties, les indications pour les rhumatismes inflammatoires. On voit qu'ils descendent en flèche depuis les années 90 jusqu'à actuellement, depuis l'introduction des biothérapies. Et en l'inverse, on voit une incidence qui augmente, je dirais, moins rapidement que pour les indications non rhumatoïdes. On le retrouve ici dans ce registre danois, où vous voyez donc l'évolution des indications. On voit que les indications continuent à augmenter, mais vous voyez que le type d'indication va changer. En bleu, vous avez la polyarthrite rhumatoïde. On voit qu'en effet, ça diminue un peu pour la polyarthrite rhumatoïde. Et en vert, ce que vous voyez augmenter, c'est la traumatologie, c'est-à-dire les fractures de la palette humérale du sujet âgé et les séquelles fracturaires. À un moindre degré, on a de l'arthrose et les autres indications. Donc, il y a malgré tout une modification des étiologies. Et donc, on va voir une influence sur les contraintes, puisque les patients rhumatoïdes ne sont pas les mêmes que les patients traumatiques, et une évolution sur les résultats. Dans la même étude, on voit l'évolution sur l'utilisation des types d'implants. En vert, c'est les sans charnières, et en bleu, les charnières. Donc, les pays, les équipes qui utilisaient beaucoup les implants sans charnière les ont abandonnés pour les implants à charnière, pour les raisons dont je vous ai parlé. On voit encore sur cette étude, depuis 1990 jusqu'en 2016, la chute des indications de polyarthrite. Et on la retrouve également dans cette revue. Je vous conseille de le lire, là, dans l'Open Review de l'EFFORT, qui est un open access. Cette modification des indications, la diminution des indications inflammatoires avec l'augmentation parallèle des indications traumatiques. Alors, les résultats des prothèses, en général, ils sont satisfaisants. 90% de patients satisfaits, suppression des douleurs, récupération de mobilité fonctionnelle, comme on a pu le voir avec cette patiente. Toutefois, la plupart des séries rapportées dans la littérature sont courtes, et en moins de 10 ans, ce qui pour un implant qui doit durer, c'est court.
Ici, c'est une revue pour vous montrer sur une population de 2000 patients dans le cas de la polyarthrite rhumatoïde, une longévité relativement importante, des taux de succès sur la fonction relativement importants, mais avec des limites liées à des facteurs pronostiques qui ont été mis en évidence. Le sujet jeune, qui va utiliser de manière peut-être plus agressive sa prothèse, et donc avec un taux d'échec plus important. Le fait d'utiliser une prothèse sans charnière, on l'a vu, et le fait d'être une femme qui augmentait, semble-t-il, le taux de décèlement aseptique, en sachant que dans cette population de polyarthrite, il y avait essentiellement des femmes. Ici, vous avez le registre écossais qui montre en effet que le taux de survie des prothèses est de l'ordre de 90% à 10 ans, 85% à 18 ans, ce qui est quand même assez favorable. Mais ils rajoutent comme facteur pronostic l'expérience du chirurgien. C'est vrai que c'est une des rares études qui a montré que plus le chirurgien posait de prothèses, meilleur était ses résultats et meilleure était la survie de ses implants. Et je pense en effet que compte tenu de la diminution du nombre d'indications, il faut que les indications soient réservées aux centres qui font ce type de chirurgie. Une autre étude qui montre le bon résultat dans la polyarthrite rhumatoïde avec, vous voyez, des résultats de survie 92% à 10 ans, 83% à 15 ans, 68% à 20 ans. Il y a quand même une dégradation, mais quand même sur le long terme. Nous avions revu dans le service notre expérience dans la polyarthrite rhumatoïde sur 54 prothèses avec un recul de plus de 7 ans et finalement validé les résultats de la littérature avec, vous voyez, quasiment 100% à 5 ans, 97% à 5 ans, 85% à 10 ans, avec cependant des complications. C'est une chirurgie quand même qui est assez difficile. On est sur des structures osseuses qui sont fragiles et on peut avoir des complications. Vous voyez les complications qui peuvent se rencontrer, lésion du triceps, lâchage du triceps, lésion du nerf unaire, infection bien sûr, décèlement, fracture d'implants, fracture osseuse périprothétique, qui avait nécessité des simples ablations d'implants dans 2 cas, des simples révisions. On peut faire des révisions unipolaires, ce qui est intéressant, ou des révisions bipolaires en fonction des atteintes. Donc 11% de révision. Ici, vous avez un décèlement bipolaire après une dizaine d'années qui a été révisé avec, vous voyez, un implant à peu près identique, mais avec une tige plus longue. Ici, une fracture d'implant. C'était une patiente qui avait une polyarthrite juvénile avec des canaux très étroits. Il avait fallu faire venir un implant à l'époque qui était sur mesure, qui n'était pas en série et qui avait cassé à la jonction métaphyse-diaphyse, qui avait nécessité de faire une narotomie avec mise en place d'un implant plus grand. Ici, un patient qui a eu une résection pour infection, à qui on n'a pas remis l'implant. Vous voyez la peau du patient atteint de polyarthrite rhumatoïde. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on peut garder les piliers, comme vous le voyez ici, latéral et médial, et qu'on peut finalement coincer l'olécrane au sein de ces piliers, finalement, on se retrouve comme ce que proposait Ollier il y a plus de 100 ans. On peut retrouver un coude à peu près fonctionnel, comme vous voyez sur la photographie, bien qu'il soit parfois instable dans certaines positions. Donc, l'ensemble de la littérature a montré, la supériorité sur la survie des prothèses à charnière par rapport aux prothèses sans charnière, et avec une prépondérance pour la prothèse de Coudrin-Moret par rapport aux autres prothèses. Et c'est vrai que c'est celle que j'utilise dans le service depuis 1997, donc ça fait un certain temps. À mon retour de la Mayo Clinique, ça a été rapporté par d'autres registres. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la prothèse de Coudeau qui a essayé le sensiment a été un échec flagrant du fait de la fracture de la tige par rapport à la zone épiphysaire. Et donc, pour l'instant, on n'a pas trouvé de dessin permettant la mise en place de prothèses sensiment. La Softcoat avait mis en évidence également la supériorité dans la polyarthrite des prothèses à charnière, et notamment Conan-Moret, par rapport à la prothèse de Coudeau avec un taux de décèlement plus important.
Pour étendre les indications, nous avions revu dans le service les premières 100 prothèses avec un type d'étiologie différent, la polyarthrite qui était prédominante, mais également le contexte traumatique et les révisions. Et on avait finalement retrouvé un taux de survie relativement identique, c'est-à-dire que même en introduisant la traumatologie et les révisions, les taux de survie restaient importants avec cette prothèse de Coonrod-Moré. Alors, quand on parle de traumatologie, de conditions traumatiques, on parle des fractures de l'humérus distal du sujet âgé, on parle également des pseudarthroses de l'humérus distal, des arthroses post-traumatiques, des instabilités chroniques, mais également parfois des ankyloses en mauvaise position. Et dans toutes ces étiologies, c'est encore une fois l'implant à charnière qui a été utilisé. Ici, un exemple de fracture sus-intercondylienne chez du patient de 80 ans qui avait bénéficié de cette prothèse à charnière, donc Coonrod-Moré. Et vous voyez rapidement la récupération fonctionnelle avec une mobilité tout à fait correcte sans douleur. Nous avions revu dans le cadre du symposium Softcode que j'avais dirigé avec Thierry Fabre en 2012, donc là, une des plus grosses séries concernant des prothèses en traumatologie, puisqu'il y avait 87 patients. On voit que l'âge moyen des patients était supérieur à 65 ans, mais on se rapprochait de 80 ans, et avec des résultats sur la douleur, sur la fonction, sur la stabilité qui étaient tout à fait intéressantes, mais on retrouvait malgré tout 8 révisions sur les 87 patients. Ces résultats se rapprochaient de tout ce qui a été publié sur la littérature, où on voit un âge moyen pour la mise en place de ces prothèses en traumatologie autour de 80 ans, voire au-delà. Les séries de la Mayo Clinic dans lesquelles les tranches d'âge sont plus, je dirais, basses, sont liées au fait que dans ces séries, il y avait beaucoup de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde qui avaient une fracture de l'humérus distal qui avait été traitée par prothèse. Et ils avaient montré dans leur série que lorsqu'on avait une polyarthrite rhumatoïde et une fracture, le taux de survie était inférieur aux patients qui avaient une fracture sans polyarthrite rhumatoïde. Qu'en est-il de l'arthrose post-traumatique? L'arthrose post-traumatique s'adresse à des patients différents, souvent plus jeunes, qui vont utiliser leur cou de manière plus importante. Et comme on pouvait le penser, chez ces patients plus jeunes, l'utilisation d'une prothèse à charnière va entraîner un vieillissement ou une défaillance mécanique plus rapide, avec des taux de survie qui étaient inférieurs à ce qu'on a pu retrouver dans la polyarthrite rhumatoïde. Et plus le patient était jeune, moins de 60 ans, plus le taux de faillite était important. Donc, ce n'est peut-être pas la meilleure des options à proposer chez ces patients, d'autant plus qu'ils sont jeunes et actifs. On peut aboutir, comme on le voit ici dans ce case report que j'avais réalisé, un patient qui avait été opéré d'une pseudarthrose, on avait enlevé toutes les épiphyses pseudarthrosées, remplacées par une prothèse, et on peut comprendre qu'avec ce bras de levier et ces contraintes en valgus, on peut aboutir progressivement à l'usure de la charnière, qui va entraîner même une fracture de l'axe, comme vous le voyez ici. Et du fait du contact métal contre métal, vous voyez ici la métallose qu'il peut y avoir. Mais pour autant, grâce finalement à cette faillite de la charnière, il n'y avait pas eu de décèlement des tiges. Et la reprise a consisté simplement, si j'ose dire, à remettre une charnière neuve, remettre des paliers en polyéthylène jusqu'à la prochaine usure. Dans la pseudarthrose, finalement, on se retrouve plus ou moins comme dans le contexte de la fracture du sujet âgé, si ce n'est que certains patients ont été opérés une fois, deux fois, voire plusieurs fois. Et ce qui a été démontré, c'est que le taux de survie, qui était relativement satisfaisant, diminuait avec le nombre de chirurgies réalisées avant la mise en place de la prothèse. Chez les patients qui n'avaient jamais été opérés, le taux de complications était de 16%. Par contre, les patients qui avaient déjà été opérés une, deux, voire trois fois de leur pseudarthrose avaient des complications beaucoup plus importantes. Donc, c'est voilà, il faut s'en rappeler, il faut en tenir compte. Et en effet, quand on a une pseudarthrose, comme dans ce cas particulier chez une patiente âgée avec un os plutôt porotique, voilà, il faut prendre la décision avant si on
part sur une ostéosynthèse ou si on part sur une prothèse, car on sait que la prothèse après ostéosynthèse aura un résultat inférieur. Donc voilà cette patiente qui n'avait pas été opérée de la palette. On voit donc le résultat avec ce qu'on appelle les coudes dysfonctionnels ou les flayed elbows des anglo-saxons, un coude totalement instable, l'impossibilité, vous voyez, pour la patiente de mettre la main à la bouche, de tenir un objet. Et vous voyez ce résultat à 5 ans avec la mise en place de la prothèse qui réaligne le coude et qui lui donne sa stabilité pour retrouver cette mobilité fonctionnelle. Donc, nous avions comparé dans une étude, courte étude, certes, les résultats dans les arthroses post-traumatiques versus les pseudarthroses. On voit que l'âge est inférieur dans les arthroses post-traumatiques, 56 ans, ce qui est relativement jeune, des reculs d'ordre de 5 ans. On voit que les résultats étaient meilleurs côté pseudarthrose, que ce soit dans le score global du coude ou dans l'arc de mobilité, avec surtout un taux de complications qui était inférieur dans les pseudarthroses et relativement élevé dans l'arthrose post-traumatique. Donc l'arthrose post-traumatique n'est peut-être pas l'indication préférentielle d'une prothèse totale du coude. Il faut être très prudent avant de poser l'indication d'une prothèse dans l'arthrose post-traumatique. Ici, une séquelle de traumatisme de l'enfance avec une évolution arthrosique très gênante chez un patient de 57 ans lorsqu'on l'a vu pour la première fois. Voici la prothèse qui a été mise en place. Et finalement, je le suis. Là, on est à presque 25 ans de recul. Je ne lui ai, en fait, par rapport à la radiographie, je ne lui ai changé que l'implant ulnaire 15 ans après, mais il garde son implant huméral et qui n'a jamais été décédé. J'ai eu la possibilité de faire cette étude un peu particulière à la Mayo Clinic quand j'y étais en 2000 ou quand j'y suis revenu sur finalement les désarthrodèses prothèses, comme on peut le faire sur la hanche. Et donc, c'était un peu ça, c'est-à-dire les ankyloses du coude en mauvaise position, c'est-à-dire en extension, par exemple, qui empêchaient le patient d'amener la main à la bouche, en tout cas d'utiliser son membre supérieur, avait pu bénéficier par Moret de prothèses de coude. Et donc, on avait 14 coudes, 9 étaient fusionnés et les autres avaient un arc de mobilité inférieur à 30 degrés. Donc, il s'agissait essentiellement de séquelles traumatiques, 2 cas de rhumatoïde infantile, de juvénile arthritis, et un cas de rhumatisme de polyarthrite rhumatoïde. On voit que la prothèse a permis de retrouver un certain arc de mobilité, mais qui était malgré tout inférieur à l'arc fonctionnel qui est de 100 degrés. Là, on arrivait à 67 degrés. Certes, on augmentait de 60 degrés, ce qui est important. Le score de la Mayo Clinic pour le coude a augmenté de manière très satisfaisante. 85% des patients ont amélioré leur fonction, mais il y avait quand même un taux de complications, notamment infectieuses, important, et de fractures ou de décèlement dans 2 cas, sachant qu'il y avait 14 patients. Donc, ça peut être une indication exceptionnelle dans certains cas particuliers, mais encore une fois, il faut avoir en tête les complications potentielles. Donc, dans ces traumatismes, dans ces séquelles traumatiques, on voit que les résultats sont malgré tout inférieurs aux fractures récentes du sujet âgé qui finalement donnent les meilleurs résultats. Vous voyez ici, donc, avec ces différents reculs, que le taux de satisfaction peut être important, mais qu'on voit que le taux de complication est également important. Et donc, il faudra encore une fois être très prudent avant de poser les indications. Comme je dis souvent, celui qui pose l'indication de la prothèse et qui pose la prothèse va en assumer après les suites. Alors, quel est le futur, finalement, des prothèses de coude? Se développe un petit peu depuis des années l'hémiarthroplastie pour éviter le problème lié aux charnières, pour éviter les problèmes liés à l'usure des implants. Donc, il a été proposé, finalement, on fait un peu machine arrière par rapport à ce qui se faisait dans les années 30 ou 40, des hémiarthroplasties, notamment pour les fractures basses de l'humérus distal, chez le sujet pas trop âgé, chez lequel on ne peut pas reconstruire ces fractures. Donc, on se retrouve sur une prothèse plutôt anatomique, mais dont il faudra gérer le problème d'instabilité. Et vous voyez la littérature, qui n'est pas très importante, qui a montré en effet des résultats qui pourraient être corrects, mais avec une tendance à la détérioration,
alors, qui pouvait être sur l'instabilité, mais plutôt sur l'usure de l'olécrane face à l'implant huméral, à l'origine de douleurs récidivantes et de la nécessité de convertir ces prothèses. Il a été proposé aussi des hémiarthroplasties. Vous voyez, alors, ce n'est pas sur l'articulation huméro-ulnaire, c'est sur l'articulation condylo-radiale. Donc, il a été proposé ces hémiarthroplasties qui sont limitées, bien sûr, à l'arthrose du condyle latéral. J'ai pu en mettre 3, donc, puisque après, l'implant a été retiré, mais c'était relativement séduisant. Vous voyez la radio, c'est vraiment l'unicompartimental du genou qui permettait à la fois de régler le problème d'arthrose condylo-radiale tout en gardant la stabilité du coude et en évitant de surcharger le compartiment voisin. Si ce n'est qu'il y a eu des problèmes quant à la fiabilité de l'implant de tête radiale, et c'est pour ça qu'après plusieurs rachats, initialement c'était SBI qui a été racheté par Stryker, et qu'une fois que Stryker a racheté l'implant, ils ont arrêté la production. Voilà, donc il y a eu quelques séries, on en a fait 3 avec des résultats assez corrects et stables. Après, il y a des implants convertibles, on l'a vu. Est-ce que la convertibilité de l'implant, comme la latitude, amène une amélioration sur le résultat, sur la qualité du survie des implants? Il semble pas vraiment. Vous avez le registre de Nouvelle-Zélande qui montre que dans la polyarthrite rhumatoïde, mais également en traumatologie, puisqu'il y avait les 2 étiologies, c'est la prothèse de Conrad-Maurer qui donne les résultats le plus fiables, alors que le taux de survie des implants latitude, donc convertibles, était moins bon, essentiellement lié à des échecs au niveau de la prothèse de tête radiale qui se déclipsait, qui se décellait et qui a entraîné le nombre de révisions important. Des systèmes adaptés pour les révisions. C'est vrai que les implants utilisés sont modulables avec des tiges plus ou moins longues, mais peut-être on pourrait améliorer ces implants, notamment lorsqu'il y a des pertes de substances osseuses. Alors, il y a des possibilités, bien sûr, d'amélioration, d'être plus anatomique, de s'adapter à l'anatomie de l'implant, à l'anatomie du patient, pardon, avec des modélisations, des implants sur mesure. Le problème, c'est que le coude reste une niche, le nombre d'indications est faible et aucun industriel veut s'engager dans ce type de développement. La chirurgie assistée par ordinateur pour positionner l'implant de manière idéale, pour retrouver l'axe de rotation anatomique, l'axe de flexion anatomique, tout ça, en effet, pourrait être développé, mais encore une fois, on est limité par le nombre d'indications. Alors, ce qui a été développé, en tout cas, c'est une tentative d'amélioration de la charnière, en rajoutant, vous avez vu que l'implant de Maurer était, finalement, il avait un petit axe central et des paliers relativement peu épais. Donc, vous voyez cette prothèse ici a rajouté du polyéthylène de manière plus épais avec autour d'un diabolo. La latitude, de la même façon, a rajouté du polyéthylène plus épais autour de l'implant ulnaire. Et la prothèse de Maurer a évolué vers une autre prothèse qui s'appelle la Nexel, qui se voulait en effet avoir une surface de charnière plus importante, beaucoup plus de polyéthylène, donc avec un type d'usure moins important, avec des polyéthylènes crosslink renforcés à la vitamine E. Voilà, donc c'est les essais qui ont été faits ces dernières années. Voici la Conrad-Maurer avec cet axe et les petits paliers. Voilà la Nexel avec des paliers en polyéthylène, vous voyez, beaucoup plus importants autour de l'axe. Donc ça a été l'évolution de cette prothèse de Maurer. Cependant, on a été les premiers à mettre en évidence une certaine faillite de cet implant. En effet, à 2 ans, on avait un taux de révision de 22%, ce qui, par rapport à l'expérience de la Conrad-Maurer, semblait très élevé, essentiellement sur l'implant huméral, alors que jusqu'à présent, on n'avait plus de décèlement huméraux ou de manière faible. Et l'auteur lui-même, le designer, Marc Maurer et son père Bernard Maurer, l'année suivante, ont montré en effet également un taux de révision important. Et ils ont même souligné qu'en effet, ils avaient arrêté l'utilisation de cet implant tant qu'ils n'avaient pas compris pourquoi le décèlement était plus important. Alors, ce n'est certainement pas forcément que la charnière, mais peut-être que le fait de rajouter en effet une charnière
plus épaisse, l'a rendue plus contrainte et donc plus de contraintes sur les interfaces ciment, os et tige. On voit que finalement, les problèmes ne sont pas tous réglés. Hein, cet article récent qui montre en effet que quelle que soit la prothèse, Conrad Maurer, Discovery, Latitude et dans cette fameuse Nexel, il reste encore des problèmes liés aux fixations des implants. De manière curieuse, l'implant huméral domine finalement les décèlements par rapport aux implants ulnaires. Donc plus important encore dans la Discovery, la Nexel, on vient de la voir, un peu moins dans la Latitude. On peut améliorer également la technique de scellement avec l'utilisation d'obturateurs, l'utilisation de pistolets spécifiques, avec des tuyaux relativement étroits pour rentrer dans les canaux médulaires, que ce soit de l'humérus, de l'ulna. C'est ce qu'on utilise. Jusqu'à présent, on n'est pas revenu aux tiges sans ciment, mais peut-être ça serait également une idée. Les designers ont amélioré les resurfaçages, notamment au niveau des implants ulnaires, et on voit ici un décèlement précoce sur des resurfaçages au polyméthylmétacrylate qui avaient été utilisés, je crois, au niveau de la hanche et qui avaient entraîné le même décèlement pour utiliser des titanium plasma spray qui ont une tenue nettement supérieure. La technique chirurgicale peut être améliorée. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'il en ressort actuellement? Vous voyez qu'on a évolué, mais que finalement, on est un peu revenu en arrière, hein, puisque actuellement, il y a que ces 3 prothèses sur le marché. La prothèse de Maurer, finalement, qui reste toujours, la prothèse de Discovery et la prothèse de Latitude convertible, qui a été rachetée par Stryker, et il semble même exister une rumeur selon laquelle ils arrêteraient sa production. En fait, ce qu'il faut en retenir, c'est que l'histoire de ces prothèses montre qu'elles doivent être pour l'instant munies d'une tige pour assurer la stabilité, munies d'un aileron antérieur pour résister aux contraintes antéro-postérieures, qu'elles doivent avoir une charnière, qu'elles doivent avoir un resurfaçage adapté, qu'elles doivent minimiser l'usure, et notamment l'usure de la charnière, alors peut-être par le renforcement des systèmes de polyéthylène, qu'elles doivent être adaptables, qu'elles doivent être faciles à mettre, et donc on a vu le système de fixation. Donc les prothèses totales de coude donnent malgré tout des résultats reproductibles, avec des résultats satisfaisants sur les patients, mais vous avez vu qu'en fonction du type de patient et du type d'étiologie, les complications pouvaient être élevées. Donc, il faut être sélectif sur les indications. Il ne faut pas se précipiter sur l'indication de prothèse. On a vu que l'expérience du chirurgien avait une influence sur le résultat et sur la survie des implants. Malheureusement, j'allais dire, il faut poursuivre la recherche et le développement, mais comme il s'agit d'une niche, notamment depuis la diminution des indications dans la polyarthrite, les laboratoires sont peu enclins à investir sur ce type d'implant, et il faut des bases de données, des clinical data, des databases pour justement progresser dans la compréhension des résultats de ces prothèses. Voilà, j'en ai terminé. Merci Pierre, merci. Tu pourrais arrêter ton écran. Bon, tu nous as bien expliqué qu'il fallait la bonne prothèse pour le bon patient et qu'elle soit bien mise. Nous allons donner la parole à Pierre-Henri Flurin. Si tu es encore là, tu as encore le temps avant ton train. Oui, j'ai encore le temps. Alors, on te laisse. Merci, merci Pierre. Félicitations de cet exposé qui, comme d'habitude, est très clair, très complet, très pédagogique et qui surtout souligne ta grande expérience en la matière parce que je me souviens quand tu étais interne, tu étais parti aux États-Unis et revenu avec une bonne partie de ces connaissances que tu as fait progresser par la suite. Est-ce que tu pourrais... alors, une question d'abord, quel est le nombre de prothèses de coude posées en France actuellement et quel est le nombre de prothèses qu'un centre, qu'un chirurgien doit poser pour être jugé compétent en la matière? Est-ce qu'il y a des règles dans ce domaine? Alors, en France, je crois qu'on est entre 400 et 500 par an, à peu près. D'accord, c'est pas si mal déjà. Hein, Et c'est grâce ou à cause de la traumatologie, en fait. Mhm. Donc, la traumatologie, enfin, avantage, inconvénient, le problème de la traumatologie, c'est que c'est accessible à tout le monde.
Et Oui, tout oui, le monde oui. a de la traumatologie. Et donc, il y a des personnes, des chirurgiens qui vont se lancer dans des prothèses sans en avoir l'expérience. Et c'est là que peuvent arriver des problématiques. Alors, combien il faut de prothèses pour être à l'aise? Alors, c'est vrai qu'il faut déjà aller voir quelqu'un qui pose des prothèses. Et c'est ce que j'avais fait, en effet, en allant aux États-Unis. J'ai passé 3 mois avec, entre autres, mais 3 mois avec Moret, où j'ai vu, c'est vrai, j'ai vu 25 prothèses en 3 mois. Donc ça ne se voit pas en France, malheureusement. Mais voilà, il faut déjà aller voir un chirurgien qui en pose pour avoir les trucs et astuces qu'il n'y a pas toujours dans les documentations. Il faut participer à des cours Cadaver Lab pour déjà utiliser l'ancillaire sur cadavre. Et après, en effet, poser éventuellement des prothèses, mais idéalement, il faut en poser 5-6 par an, quoi, Voilà, au moins. 5-6 par an pour avoir une petite Oui, connaissance oui, de la c'est vrai que ça vient technique, de la avec le voie temps d'abord. après, quoi. Ouais. Mais voilà, il y a un parcours, quoi, hein. Aller Mhm. voir quelqu'un, s'entraîner d'abord sur cadavre et après se lancer éventuellement. Et alors, quel est l'arbre décisionnel pour poser une prothèse de coude dans un contexte d'arthrose? On va mettre de côté le contexte traumatique parce que je pense que là, c'est une discussion au cas par cas en fonction de la sévérité et de l'âge. Mais dans une arthrose de coude, alors tu as dit que les arthroses post-traumatiques n'étaient pas de très bonnes indications, mais comment est-ce que tu nous conseilles de gérer une arthrose de coude très douloureuse, très invalidante et qui est arrivée à un stade chirurgical? Alors, c'est une discussion avec le patient. C'est vrai que l'arthrose du coude, ben, c'est vrai au bout d'un moment, on va être limité. Alors, on a des options. On a au départ, on a le lavage arthroscopique, on a les résections stéophytiques arthroscopiques qui marchent bien tant que la trochlée n'est pas usée. L'arthrose, au départ, est assez périphérique sur la coronoïde en avant, sur l'écran en arrière, des ostéochondromes intra-articulaires. Donc, ça, c'est accessible à l'arthroscopie avec la synovectomie. Voilà. Après, on peut faire une résection de tête radiale s'il y a une usure importante. Après, c'est vrai que dès qu'il y a une atteinte de la trochlée, là, le pronostic de tous ces gestes, je dirais conservateurs, est compromis. Donc après, on a deux options. Soit l'interposition tissulaire, c'est-à-dire qu'on va faire une interposition. Les anglo-saxons utilisent un allogreffe de tendon d'Achille pour redonner une surface articulaire. Bon, c'est une chirurgie lourde quand même, avec des résultats qui ne sont pas toujours reproductibles, des risques d'instabilité du coude ou après la prothèse. Mais bon, c'est vrai que quand on commence à faire des révisions pour échec de prothèse, on est très prudent pour proposer ces implants chez des sujets actifs, quoi. Et en Parce aucun qu'on cas, limite le port de charge. On limite le port de charge. Il Ouais. ne faut pas de porter plus d'1 kilo de manière répétée ou de 5 kilos en une seule fois. Et ça à vie. Donc, parfois, les patients sont tellement bien qu'ils oublient leur prothèse. Et c'est là qu'arrivent les catastrophes. Et alors justement, je suis quelqu'un d'un peu jeune, un peu actif. Est-ce que l'arthrodèse a encore une petite place ou c'est trop invalidant du fait Alors, d'une longue... l'arthrodèse du coude, on dit que c'est la plus mauvaise des arthrodèses parce qu'on n'a pas de Mhm, compensation possible. Le mhm, poignet, c'est très bien. L'épaule, on peut compenser par scapulo-thoracique. Le coude, on ne peut pas. On ne peut plus mettre la main à la bouche. On ne peut plus se gratter le nez. On ne peut plus mhm, attraper devant soi. Donc, il faudrait. C'est vrai que l'arthrodèse est réservée plutôt pour je dirais, les contre-indications de prothèses, les mhm. sepsis, voilà, les gros les polytraumatisés avec des fractures contaminées, euh, voilà, où on ne va pas prendre le risque d'une surinfection avec prothèse. Ça a sa place, mais on sait que voilà, pas la meilleure des arthrodèses et peut-être qu'il vaut mieux faire une résection articulaire, finalement, en gardant un secteur de mobilité qu'une arthrodèse. Mais à discuter, moi, ce que je fais aux patients, c'est que je lui bloque le coude dans une attelle pendant Ah quelques oui. Mhm, positions d'arthrodèse. mhm, Voilà, quand ils sont très demandeurs. mhm. Et souvent, ils reviennent me voir en me disant non, ne faites pas ça. Bon, Donc, c'est bien de les mettre en situation, en fait. très bonne expérience clinique là. Oui, Oui, tout à fait. Et alors, est-ce qu'il y a des questions parmi les auditeurs de cette session? Est-ce que
que Je vous quelqu'un a rappelle une que pour expérience à poser une partager. question, il suffit d'ouvrir votre micro et vous poser la question. Moi, j'en aurais une. Euh, Pierre, est-ce que tu nous confirmes que l'articulation huméro-ulnaire est une trochlée et donc n'a qu'un degré de liberté, ce qui serait logique d'utiliser une charnière et d'éliminer les autres prothèses, à moins que ça ne soit pas un seul degré de liberté? Il y a Jean-Louis Tricoire, on va lui demander, non? Piège. Je ne veux pas dire de bêtises, donc Il y a peut-être M. Bonnel aussi. j'ai vu qu'il y était tout à l'heure. Qu'est-ce que tu En penses? fait, la trochlée a une inclinaison qui permet d'avoir des mouvements de latéralité. Et en effet, entre la flexion et l'extension, en fait, le coude ne reste pas dans l'axe. Il va du varus au valgus. Et donc, il y a en fait une composante de latéralité en plus de la composante de flexion-extension. Donc, il n'y a pas qu'un degré de liberté. D'où le problème. D'où le Effectivement, problème. elle est bifonctionnelle, c'est-à-dire qu'il y a de la Voilà, merci. rotation automatique parce qu'il y a des rayons de courbure des surfaces articulaires médiales et latérales sont asymétriques. Et donc, il y a de la flexion, extension, et puis il y a de la rotation automatique. Mais il y a plusieurs types de coudes. Il faut regarder s'il est en varus, valgus ou axé. Donc, ça revient à une mécanique qui est quand même relativement complexe. Complexe avec C'était des surfaces articulaires qui sont réduites. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, tu as évoqué très bien pour le topo, là on apprend beaucoup et surtout on suit l'affaire. Tu as évoqué Yves Allieux qui avait mis au départ des prothèses. Puis ensuite, il a eu une expérience fâcheuse qu'il a confirmée, c'est-à-dire que reste-t-il de l'arthroplastie? Il a présenté un dossier pendant 15 ans. Existe-t-il encore des indications maintenant? Pourquoi pas? Parce que là, on résout pas mal de problèmes de stabilisation à condition que l'os persiste et ne disparaisse pas. Il y avait Oui, l'olécranisation du radius. Ça existait, ça, non? Olécranisation du radius. oui. Monsieur Allieux avait présenté des allogreffes articulaires, en fait. C'est-à-dire qu'il réséquait l'articulation détruite et qui faisait une allogreffe articulaire, donc avec les ligaments, etc. Et il stabilisait l'humérus en diaphyse et l'ulna en diaphyse. Le problème, c'est qu'il a rapporté des lises complètes de l'allogreffe avec le temps, donc ça ne tenait pas le recul. C'est vrai que les allogreffes, moi, que j'utilise, elles sont manchonnées autour d'une prothèse, donc c'est un peu différent, et qu'on les utilise dans les reprises. Mais c'est vrai que je ne sais pas s'il y a véritablement une place pour l'arthroplastie, l'allogreffe articulaire. Moi, j'ai une petite question sur quelque chose que je n'ai pas bien compris. Une personne âgée qui a une fracture complexe de la palette humérale, est-ce qu'on peut d'emblée lui mettre une prothèse ou il faut passer par une première étape d'ostéosynthèse? Non, enfin, moi je pense que la décision doit être initiale. Soit on part sur une prothèse, soit on fait l'ostésynthèse. On a maintenant suffisamment de précision avec les bilans d'imagerie, le scanner qui est obligatoire, on a les 3D. Sur le scanner, on voit également la comminution, on voit la qualité osseuse. Je pense que la décision doit être faite de manière initiale. Ça ne fait qu'une opération. Ça fait qu'une opération et puis les résultats, forcément, risquent d'être moins bons après une deuxième chirurgie. D'autres questions? Il suffit d'ouvrir le micro. Vous pouvez poser des questions à Pierre-Henri Flurin. Oui, Sam. Bonsoir, Oussam El Kazi. Voilà, de Bruxelles. En fait, j'ai une expérience qui est pas mal en arthroplastie, donc prothétique post-traumatique chez la personne âgée. Quel est le conseil à donner chez la personne âgée qui a cette fracture sur le plan cutané? Est-ce qu'il y a un délai pour opérer ces patientes? Est-ce qu'il faut les mettre dans un plat, attendre 2 jours, une semaine? Parce qu'on a une peau qui est un peu triste. Merci. Alors, je suis d'accord avec vous, il n'y a aucune urgence pour mettre la prothèse le jour même. Il faut en effet régler le problème cutané. Donc, on peut attendre 15 jours, on peut attendre 3 semaines. Il n'y a aucun problème pour, je veux dire, attendre. Il faut que les hématomes soient résorbés. Il faut véritablement qu'il n'y ait pas de problème cutané. Et donc, voilà, on n'a pas de problème à attendre, si ce n'est pas ouvert, bien sûr, dans une écharpe ou enfin, peu importe. Il ne faut pas créer de lésions par les plâtres ou les contentions. Donc, il n'y a aucune urgence à faire une prothèse.
Il ne faut surtout pas la faire la nuit, c'est une chose, et le faire quand la peau est parfaite. Donc, 2 jours, 3 jours, 15 jours, 3 semaines, peu importe. Et en post-op immédiat, vous mettez une attelle plâtrée antérieure? Alors, je mets une attelle plâtre antérieure, mais 48 heures simplement. D'accord. Et après, je les laisse dans une simple écharpe. D'accord. Et il n'y a pas de rééducation. Je ne les fais pas Donc, rééduquer. encore une question. Quand il y a une fracture de l'olécrane associée, est-ce qu'il y a une solution? Alors oui, il y a toujours une solution. Alors on peut utiliser bien sûr la voie transolécrânienne. On utilisera la voie transolécrânienne comme voie d'abord. C'est une possibilité puisqu'il y a la fracture de l'olécrâne. Donc on va relever l'olécrâne, on met sa prothèse. La prothèse, elle ne se met pas dans l'olécrâne, elle se met dans l'ulna. Donc une fois qu'on a mis la prothèse, après, on va synthéser l'olécrâne sur l'ulna. Donc on peut très bien, je l'ai déjà fait en utilisant un haubanage. On peut mettre une plaque, c'est plus difficile puisqu'on a mis l'implant ulnaire, mais on peut tout à fait mettre un haubanage avec les broches autour de l'implant. Et donc, Merci on se beaucoup. sert de la fracture pour faire la voie d'abord. Merci. D'autres questions? Ouvrez votre micro. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, c'est que vous avez été complet. Pierre, tu ne veux pas te poser une question qui n'a pas été posée? Non, mais c'est vrai qu'on voit par rapport à ce que tu as dit, l'évolution des prothèses, on voit qu'on stagne un peu. Alors, c'est vrai qu'il y a le projet du Research and Development qui coûte cher. Et c'est vrai que finalement, avec la diminution des indications, c'est une niche par rapport à la hanche, au genou, à l'épaule. Et que les industriels vont plus investir dans le coude, quoi, hein. Moi, Et je on me voit méfierais des... des gros systèmes comme Stryker qui arrêtent même certaines. Voilà, ils parlent d'arrêter la prothèse Je latitude. me méfierais de l'évolution vers la non cimentée, parce que l'expérience à la hanche, c'est qu'une non cimentée, ça tient très bien. Et comme il y a Trop pas bien, mal de reprises, trop bien. il faudra Ouais, faire des ostéotomies pour les reprendre, tandis que là, c'est peut-être plus simple avec le ciment pour sortir la prothèse. Ce n'est pas un absolument. détail. Vous n'aurez plus d'humérus après. Tout à fait. Déjà que c'est difficile. Voilà. Eh Et bien, moi, merci moi, d'avoir été aussi je dirais nombreux. pour conclure, Philippe, si Allez, je peux me vas-y. permettre, que je Bien sûr. propose à Pierre, qui cherche un groupe de recherche et développement, de m'associer Philippe Chiron, Pierre et moi à la recherche d'une prothèse inversée de coude. C'est une piste que tu n'as pas explorée. Et voilà, question ouverte pour dans quelques années. Oui. Étant déjà retraité, je pense que dans peut-être quelques années, je ne pourrai pas avoir l'expérience nécessaire. Mais c'est Mais gentil de m'avoir associé. il faudrait Monsieur Bonnel aussi, parce qu'on a Ah, besoin voilà, d'un Monsieur Bonnel. anatomiste aussi. Mais ça peut choquer un anatomiste de partir sur une solution non anatomique. Mais s'il est d'accord, il est le bienvenu. Oui, non, non, tout est intéressant, c'est surtout avec l'évaluation tridimensionnelle et dynamique. Alors, tu as parlé de la CAO et je pense il y a une niche énorme parce qu'il y a les orientations angulaires et les tensions asymétriques entre le biceps et le triceps. Et ça, c'est pas réglé. Je pense que beaucoup de problèmes Sûr. sont dus à ce déséquilibre entre l'avant et l'arrière. Mais bon, c'est un énorme, énorme chantier. Mais il faut toujours tenter. Merci. Allez, on va dire au revoir à tout le monde. Je vous rappelle que c'est visible en replay. On fera le revoir parce que ces conférences sont souvent compliquées et que nous nous retrouvons dans un mois à peu près sur la chirurgie difficile à Bamako. Et c'est certainement très intéressant parce que actuellement, vous êtes très riche en moyens et quand on n'a pas les moyens, comment faire? Ça, c'est intéressant. C'est la chirurgie de guerre aussi. Bon, je ne veux pas vous saper le moral. Je vous dis au revoir. Merci. Et Merci bon Pierre-Henri. voyage, Bientôt. Pierre-Henri, et merci Au d'avoir été. revoir Pierre, au revoir Philippe, au revoir à tous. À Merci. bientôt.